Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais préparer ma future zone de culture pour l'année prochaine. Donc là on est à mon verger, donc tout se passe plutôt pas mal au verger. L'infestation de frelons qui est normalement qui se trouvait juste ici dans le nid, dans le nichoir, on l'a résorbé. Pareil dans le rucher ici. C'est pareil, on s'est occupé des guêpes, on leur a mis de la poudre de térébenthine, je crois. Bref, un insecticide en poudre devant l'entrée de la ruche. Bon, la ruche, on ne pourra plus l'utiliser si jamais on veut faire de l'apiculture, mais c'est fini. Bah attendez, je vais vite fait vous montrer. Voilà, et donc c'est la poudre là qu'on a mis sur la ruche pour tuer les guêpes qui rentraient. Donc c'est un produit elle marche dessus et elle l'emmène dans la ruche. Alors il faudrait qu'on en remette un peu au-dessus parce que maintenant elle passe par le dessus. Je pense qu'elles ont compris que l'autre entrée, il y avait un truc bizarre. Parce que l'autre jour, on a eu un petit problème. On est vraiment arrivé, on a ouvert la porte et on s'est fait sauter dessus par 150 guêpes. On a dit ok, là c'est bon. On va acheter du vrai produit professionnel. Et voilà. Bon, c'est pas tout de discuter de trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais on est là pour préparer la zone de culture qui est juste là, derrière moi. Donc j'ai un projet assez spécial ici. Le but, ça va être de faire une zone de culture syntropique. Donc, pour la première année, je vais déjà devoir me débarrasser de toute cette herbe qui se trouve par terre parce que ça devient vite un problème. Je l'ai vu dans les zones où j'ai juste utilisé le paillage, comme la zone là-bas. Sur cette zone-ci, qui est juste là, j'ai juste utilisé du paillage et en passant un coup de motoculteur pour essayer de retirer l'herbe. Mais ça marche pas du tout. L'herbe repousse et devient extrêmement tenace. Donc je pense que je vais continuer comme ça pour voir sur plusieurs années qu'est-ce que ça donne. Mais effectivement, j'ai lu sur internet que c'était quand même plutôt conseillé de directement venir et installer une bâche pour faire office de couvre-sol. Et une fois ce couvre-sol installé, le retirer au bout de quelques mois pour justement faire en sorte que la photosynthèse soit bloquée et donc que l'herbe ne puisse plus repousser. Ce qui va juste tuer l'herbe et commencer à favoriser certaines bactéries qui sont là pour décomposer le sol. Donc ça va faire venir les vers de terre, etc. Et on commence à lancer un cycle bénéfique. Et bien sûr, pour faire l'installation de tout ça, j'ai acheté une grosse bâche qui fait 80 mètres carrés. Donc c'est beaucoup. J'ai pas besoin d'autant, j'ai besoin d'un peu moins, 60 je crois, grand maximum. Mais en fait le problème c'est que sur internet j'ai pas trouvé les dimensions qu'il me fallait. Donc j'ai dit bah je prends plus grand, je ferai des plis pour éviter que la bâche soit trop grande. Mais voilà. Donc la zone que je vais avoir à faire elle est quand même plutôt grande. Je vais vous montrer. Donc c'est simple. La zone elle va du prunier là-bas. Elle vient jusque là. Tac. Elle arrive là. Par là à peu près. Elle repart ici. Tac. Elle prend le bord du pommier et elle repart là-bas. Voilà, ça c'est globalement la zone que je vais faire. Donc de ce que j'ai calculé à peu près, il y en aurait pour à peu près 60 mètres carrés. À peu près, ça dépend comment j'agrandis plus ou moins la bâche. Et donc quel est l'intérêt vraiment? C'est... alors je me base, pour ceux qui se demandent, je me base sur le livre d'Anaël Terry, Bienvenue en Syntropie. Et ce livre va justement expliquer comment mettre en place la syntropie, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir, c'est très compliqué. Je ne sais pas tout, je ne saurai sûrement jamais tout, mais j'essaye d'apprendre et elle dit effectivement que pour mettre en place la syntropie, il faut mettre en place plusieurs choses, notamment préparer le sol. C'est quand même la base quand on démarre dans un terrain qu'on achète qui va souvent être une prairie, puisque l'herbe va venir et coloniser. Sauf que le problème de la prairie, c'est que ça ne va pas spécialement vers l'abondance. L'abondance, qu'est-ce qu'on entend? C'est avoir une abondance de ressources.
et aller vers la forêt. C'est-à-dire la forêt, c'est l'abondance. Énormément de plantes très hautes qui produisent des fruits. Ça, c'est la définition à peu près de l'abondance. C'est pas tout à fait ça. Je m'en doute un peu. Et je sais qu'il va y avoir sûrement des trucs un peu flous, etc. Mais je fais avec ce que je me souviens avoir lu il y a déjà quelques mois. Et donc en fait, le but ici, ça va être de venir et de mettre le terrain qui ne tend pas vers l'abondance, le faire tendre vers l'abondance. Et il va y avoir plusieurs concepts que j'expliquerai sûrement plus quand le moment sera venu, qui sera sûrement même pas l'année prochaine, puisque l'année prochaine, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici, parce que il y a plusieurs solutions. Elle conseille entre guillemets 2-3 plans pour démarrer la Saint-Tropez. Et moi je vais faire le plan long pour essayer. Et je ferai sûrement le plan court sur ma zone que j'ai démarré au début de l'année. Parce que c'est une zone, bon, un peu test. Voir un peu la différence, sachant que là-bas le sol est très mauvais. Il y a très peu de sol avant d'arriver sur de la caillasse. Donc c'est plus compliqué pour les plantes. Et donc par exemple, dans son livre, elle va aussi conseiller notamment de faire venir les auxiliaires des jardins. Donc elle va appeler ça par exemple, les auxiliaires des jardins, ça peut être les hérissons. Les hérissons qu'on trouve normalement qui habitent dans les haies qui ont été coupés. Donc il n'y a plus de hérissons spécialement dans les champs, un peu partout, qui vont par exemple venir manger les limaces, qui est comme un gros problème des jardiniers. Donc on a tout intérêt à avoir des hérissons chez soi. Voilà, donc adopte-ton-hérisson.com, ça va être sûrement une idée de site. Peut-être que c'est déjà pris, il faudrait que je regarde si le nom de domaine est achetable. Faire une EPA sur les noms de domaine adopte-ton-hérisson. Bref, donc ici, voilà. Donc ça va être le but ici, ça va être de faire venir les auxiliaires. Je vais faire tout ça dans cette année et l'année prochaine. Là, je vais déjà commencer par faire la zone de culture, de la délimiter. Et donc la première année, je vais mettre des cultures qui vont produire de l'engrais vert et améliorer la qualité du sol. Donc bourrache, facélie, j'avais pensé. Et une troisième que j'ai oublié le nom, ce qui n'est pas très pratique. Mais voilà. Donc c'est les deux plantes que je vais utiliser pour améliorer le sol la première année. Et ensuite la deuxième année, je viendrai y mettre des légumineuses, donc maïs, tournesol, tomates, patates, un peu tout ce qui commence à être productif, tout en laissant quand même beaucoup de plantes pour l'amélioration du sol. Et d'ailleurs, puisque dans son livre, elle parle d'un truc qui est très intéressant, c'est le fait de mettre des points d'eau. Puisque alors il y a des principes de physique ou de géo-ingénierie, je crois, la science de tout ce qui va être la planète, les éléments, je crois que c'est ça, où c'est expliqué justement que le fait d'avoir un point d'eau va améliorer l'écosystème, le macro-écosystème, je pense que ça doit se dire macro-écosystème, autour du point d'eau, puisque dans l'air va se rafraîchir à cause du plan d'eau, et en fait ça va créer une sorte de dynamique en faisant venir par exemple des grenouilles. Les grenouilles sont aussi des prédateurs de tout ce qui va être fourmis, limaces et d'autres choses. Ça va faire venir potentiellement des libellules, les libellules qui sont aussi des prédateurs de tout ce qui va être insectes volants. Donc si on a des abeilles, ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un avantage puisque ça va venir éliminer tout ce qui va être mouche des cerises, tout ce qui va être papillons de nuit, enfin les papillons, les carpocapes, je crois que ça les mange, c'est des prédateurs. Donc ça relance la boucle de la chaîne alimentaire qui est un peu cassée puisque les écosystèmes ont été modifiés, où il n'y a plus de haies qui contenaient les prédateurs. Donc on se retrouve qu'avec les ravageurs sans les prédateurs. Donc ça fait un peu renaître la boucle par l'intervention de l'homme. Et donc en fait, moi c'est un truc que j'adore. C'est le principe qu'on peut dégrader les sols. Par exemple en faisant de l'agriculture intensive, en mettant des engrais dans le sol qui vont pourrir le sol. Aujourd'hui, vous prenez un champ, vous creusez un trou, vous regardez le nombre de vers de terre que vous allez avoir, ça va pas être glorieux. Hein. Bon, parce qu'il y a les labours, machin, mais même un champ qu'on laboure pas, vous n'allez pas avoir de vers de terre. Ça, je vous le dis direct. Hein. Moi, je regarde même mon jardin, le nombre de vers de terre, il faut creuser pour en avoir des vers de terre. Parce que les vers de terre mangent tout simplement
les bactéries qui sont dans le sol, et pour avoir des bactéries, il faut avoir de la matière en décomposition. Donc qui dit matière en décomposition dit amendement, dit un cercle vertueux. Donc on peut dégrader les sols, mais on peut aussi les aggrader, les améliorer pour en faire quelque chose de mieux. Et c'est donc en fait tout l'idée de la syntropie, c'est améliorer les sols pour améliorer le rendement, etc. Parce que quand on regarde effectivement comment faisaient nos ancêtres et comment elles étaient leur culture, même si c'est plus tout à fait les mêmes plantes, même si ça reste du maïs, même si ça reste de la courge, je ne sais pas quelle plante, mais quand on regarde par rapport à eux, comme sol, ce qu'ils avaient comme sol, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Il faut regarder, il y a plein d'études qui en parlent, que la quantité de fertilité des sols, mais elles ont chuté depuis des milliers d'années que l'homme fait l'agriculture, elles ont chuté, parce qu'en fait c'est pas la terre qui fait naître la plante, c'est ce qu'il y a dans la terre en elle-même. Toutes les terres ne se valent pas, et toutes les terres, en fonction de comment elles ont été traitées et comment elles sont améliorées ou dégradées, vont pas donner les mêmes plantes. Et c'est pour ça que la terre c'est la base de tout, et c'est ça vraiment l'intérêt de la syntropie. C'est pour ça que j'adore l'idée et que je veux essayer, parce que je me dis en fait, je vois quand même qu'il y a un problème, et je me dis, bah essayons de voir un truc qui fait que ça peut potentiellement améliorer les choses. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même assez confiants là-dessus. Donc c'est un peu la mode. Alors les modes, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant, mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose et de voir. Bon, et donc, tant que j'y pense, parce que c'est vrai que j'ai un peu oublié ce détail, ici, donc au milieu, j'aimerais bien mettre une petite mare, vraiment une toute petite mare, histoire d'avoir un peu de fraîcheur due à l'eau, et faire venir des prédateurs qui sont plus dans les milieux aquatiques. Parce que c'est vrai que quand je regarde ici, on a beaucoup d'animaux qui viennent boire dans le petit bac rempli d'eau ici, parce que justement il n'y a pas d'eau dans le coin en fait. Quand il commence à faire chaud, toutes les flaques, les mares un peu naturelles, donc ça va être les flaques, disparaissent, parce que en fait la sécheresse fait que ça se tarit, et donc il n'y a plus rien. Donc tous les animaux viennent boire là, et en fait on le regarde, mais la caméra de chasse elle enregistre quasiment toutes les 2 heures une bestiole qui vient boire, parce que en fait elle a soif dans les moments où il fait très chaud, les jours de pleine chaleur. Et ça, c'est vrai que je me dis, c'est quand même un peu dommage pour un animal de venir boire dans un point d'eau qui est en fait une gamelle. Pourquoi ne pas tout simplement lui faire une petite mare? Attention, je parle pas d'un étang, j'aurais pas la place de faire un étang, mais faire une petite mare de 3-4 mètres carrés, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire un marais, hein. C'est vraiment, voilà, parce que déjà, je sais, je connais mon sol, je sais que déjà creuser 3-4 mètres carrés ici, si on le fait à la main, on en a pour déjà une très bonne journée, même au pneumatique, hein, si c'est pas 2 jours, hein, parce que ici, la terre, c'est un peu de terre avec beaucoup de cailloux. Donc je me dis, je vais voir la faisabilité, je vais voir un peu combien ça va me coûter avec tout ce qu'il faut acheter, la bâche, sable, parce qu'il faut une bâche géotextile en plus en dessous pour justement préserver la bâche de la mare des racines qui pourraient venir en dessous perforer la bâche. Et faut que je regarde vraiment comment je pourrais faire, quelle plante il faudrait que je mette, etc. Sachant que j'ai un sol argileux, je sais que c'est argileux mais pas la bonne argile pour faire un point d'eau naturel. Mais donc s'il y en a parmi vous qui ont des connaissances là-dedans, franchement, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment il faudrait que je procède pour arriver à une mare plutôt pas mal, des petits conseils, si vous avez des trucs, des connaissances. Franchement, n'hésitez pas, parce que c'est un domaine que je sais que c'est faisable, certains le font, mais je sais que c'est compliqué malgré tout. Voilà.
Trêve de bavardage, je vais aller installer la bâche, donc déballer tout ça, et je vais aussi aller chercher des pierres pour pouvoir la caler, sachant qu'il n'y a pas trop de vent, donc c'est assez cool parce que des fois ici ça peut être la bourrasque, donc installer une bâche quand il y a une bâche de 80 mètres carrés tout seul, quand il y a 80 km/h de vent, bon, il y en a qui ont essayé, mais c'est pas conseillé, quoi. Bon, bref, allez, je vais déjà aller remplir une brouette de cailloux au cas où pour pouvoir caler le début de ma bâche. Et voilà, je vous reprends pendant l'action. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol doit être bien humide de préférence. On est vraiment bien, puisqu'on a eu, durant les jours précédents, à peu près 35 mm d'eau. Même plus, presque entre 35 et 50, j'ai plus le chiffre exact. Donc franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Hop. Donc voilà la bâche, 80 mètres carrés, 8 mètres par 10, 150 grammes au mètre carré. Je sais pas si ça va faire trop peu ou pas, on verra. Enfin bon, pour ce que c'est faire, j'ai pas besoin non plus d'une bâche de couvreur, hein. Hop. Allez, on va déplier ça. Bon voilà, la bâche est mise. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la laisser 2-3 mois. Je vais voir si les choses ne bougent pas trop. Je pense que normalement ça devrait être bon. Elle devrait pas s'envoler, il y a des pierres partout. Il y a de la charge partout. Donc normalement, pour que le vent s'engouffre et arrive à lever les bouts de bois, je pense que ça devrait être quand même correct. Si jamais je vois qu'il y a un coin où ça bouge un peu, je viendrai remettre du poids pour bien que ça tienne. Donc il va falloir voir dans quelques mois ce que ça donne. Je pense franchement que l'idée en soi est pas mauvaise et que ça peut très bien se passer. En attendant, bah,
il ne reste plus qu'à laisser la nature faire et espérer que la bâche ne s'envole pas. Ce qui m'étonnerait quand même un peu, j'ai quand même mis pas mal de choses dessus pour la maintenir un peu partout. C'est tout pour cette petite vidéo où j'installe une bâche et je prépare mes cultures pour l'année prochaine. Et donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner pour voir la suite de mes cultures et voir comment ça se passera l'année prochaine, quelles seront les améliorations, si je creuse une mare ou pas. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, quelle plante il faudra que je mette. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ont un niveau exceptionnel. Et donc s'ils peuvent me donner des petits conseils, bah franchement, moi je serais ultra content. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir l'avis de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que soi. Parce que moi, j'ai pas énormément d'expérience. J'ai les connaissances théoriques de base. J'ai pas toutes les connaissances pratiques. Mais voilà, j'ai quand même un minimum de bon sens. En tout cas, j'essaye de réfléchir un minimum quand je fais les choses. Donc franchement, je pense que ça va le faire. Hein. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!